Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir et surtout nous tenons à vous remercier de vous être inscrits et connectés à ce premier webinaire sur le thème du laser et de l'e-mobility. Nous avons ce matin près de 110 inscrits, donc ce qui est très, très satisfaisant et nous sommes heureux de vous accueillir. Le club laser et procédé, communément appelé le CLP, c'est une association indépendante, loi 1901, qui a 35 ans d'existence et qui regroupe 60 membres de la filiale laser française et même francophone. Qu'offre le CLP à ses membres? De générer des contacts et des échanges privilégiés au travers du réseau de l'association. Ça permet aussi d'accroître la visibilité des membres au sein de la filière laser et aussi de diffuser l'information de chacun des membres via, comme vous le voyez, le site internet avec près de 1000 visites par mois, des conférences annuelles qui s'appellent les PLI avec 120 participants, une newsletter trimestrielle qui est envoyée à 3000 contacts qualifiés et notre communication via les réseaux sociaux, surtout LinkedIn avec 950 abonnés. Et depuis aujourd'hui, des webinaires techniques, des webinaires thématiques, parce que comme vous le savez peut-être, c'est notre premier webinaire que nous organisons. L'équipe, je vous présente rapidement l'équipe du CLP qui a travaillé sur la mise en place de ce webinaire. Tout d'abord, nous avons Lucie et Fanny, qui sont nos responsables communication au CLP, qui ont pris part à toute la mise en place et à l'organisation de ce webinaire. John Lopez, le président du CLP, et qui est chercheur au CNRS. Audrey Lelay, qui est la secrétaire du CLP, qui est ingénieur commercial chez Laser Component, et moi-même avons préparé la thématique sur l'e-mobility. Aujourd'hui, je serai l'animateur et je me chargerai donc de la modération du webinaire. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis le responsable commercial de Trumpf. Le déroulement. Donc, l'ensemble de l'auditoire ne peut pas intervenir oralement. Tous les micros sont en mode silence. Nous garderons 5 minutes à la fin de chaque présentation. Les présentations durent 15 minutes pour répondre à vos questions. Pour poser votre question, comme l'indique la flèche rouge, vous pouvez cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation et vous écrivez votre question. Et ensuite, nous la ferons apparaître, si dans le temps imparti, sur l'écran. L'icône jaune est seulement un chat où vos commentaires apparaissent en live. Donc, les 360 degrés du CLP. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est laser et mobility. Donc, c'est la thématique que nous avons choisi d'aborder, qui est le sujet d'actualité. Et on voulait voir dans ce sujet qui est l'e-mobility, comment se positionnent les applications laser que l'on rencontre aujourd'hui. Pour traiter ce sujet, nous avons mis en place 4 webinaires qui se dérouleront toutes les 2 semaines sur le mois de mars et d'avril. Donc, notre première intervention est aujourd'hui et traitera des applications laser dans la fabrication des batteries et des voitures. Notre programme, donc on a 4 présentations. On commencera par la société CATL, qui est un fabricant chinois de batteries et rien de plus que le leader mondial. Donc, cette présentation nous semble très intéressante et va nous donner un peu une perspective de ce qu'est la fabrication des batteries. Ensuite, Trumpf présentera l'ensemble de ses applications sur la chaîne de fabrication d'une batterie. Ensuite, nous enchaînerons sur une présentation de la société de Laser Cheval sur l'application de soudage inox sur une pile à combustible. Et enfin, la société IPG nous présentera le soudage du cuivre et de l'aluminium pour les applications de batteries via leur source multicore. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Baptiste Zalmanski, qui est le directeur général de CATL France et qui va nous faire donc une présentation. Après la présentation un peu de ce marché de la batterie. Jean-Baptiste, donc la présentation dure 15 minutes. Si vous voulez, 2 minutes avant la fin, je vous ferai un petit signal pour vous dire que votre présentation arrive à sa fin. Et ensuite, on gardera 5 minutes pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Je vous laisse la main. Je vous souhaite une bonne présentation et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que vous m'entendez. Très bien, ouais, tout va bien, tout va bien. Très bien. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci au club pour cette invitation. Je vais vous présenter non pas ce que c'est que la batterie, mais quelles sont les perspectives aujourd'hui avec l'Europe qui se déclare prêt à être à grand renfort d'argent sur la table, prêt à faire beaucoup de choses sur l'Europe.
et sur la filiale batterie. Donc, dans la perspective de vos études de laser sur le sujet, je vais vous présenter effectivement ce qu'il en est. Je vais juste couper la vidéo pour être sûr de ne pas avoir de problème de bande passante. D'accord. Et je vais attaquer ma présentation. Ma présentation, je vais essayer de la faire. Il y a pas mal de slides, mais je vais essayer d'aller assez vite et de passer un certain nombre de choses. C'est une présentation que j'ai eu l'occasion de faire déjà devant des gens plus axés sur l'automobile. Et donc, il y a un certain nombre de données qui s'en rapprochent. Pour autant, voilà, la perspective d'avoir des fabricants de batteries, comme vous le verrez, c'est un problème purement ou essentiellement géopolitique, hein, c'est cette nécessité d'avoir des fabricants de batteries en Europe. Donc, je vais vous expliquer en gros ce qu'il en est dans la troisième et quatrième partie de ma présentation. Je vais déjà vous présenter un petit peu CATL, soyez rassurés, ça va aller très très vite. Et puis en gros, ce que l'on fait aujourd'hui déjà en Europe, comme vous imaginez, on a déjà un petit peu de présence sur Europe. En revanche, je ne sais pas qui a aussi son micro ouvert. Je crois que c'est Olivier. Si c'est possible de le couper, parce qu'on entend des bruits de fond, ce serait super. Merci par avance. Ouais. Voilà, bon. Donc je vais déjà, moi, oui, je suis Jean-Baptiste Almanski. Comme l'a dit Olivier, je dirige la filiale française de CATL. CATL est un groupe chinois basé en face de Taïwan. Donc au sud de la Grande Chine. Et puis, nous avons un développement qui est assez intéressant et j'allais dire qui constitue une sorte de miroir par rapport à ce que se fait aujourd'hui ou ce qui se fait aujourd'hui dans l'électromobilité ou dans la batterie en règle générale, puisqu'on a une croissance supérieure à 50% par an. Et si vous voulez un chiffre un petit peu plus précis, c'est pour ça que je dis qu'on est assez en miroir de ce qui se fait sur l'automobile, parce que les chiffres augmentent de façon considérable, à l'image de ce que l'on propose aujourd'hui, ou ce que l'on a, ou ce que l'on vit aujourd'hui chez CATL, avec une croissance entre 2019 et 2020 de plus 22%, et on attend quasiment la même chose sur les années à venir, comme on le verra par la suite. Très schématiquement, CATL propose aujourd'hui 90% d'un chiffre d'affaires basé sur la mobilité, hein, qui est donc bien le sujet du jour pour vous, avec des offres à base de cellules. Olivier m'avait demandé de faire très rapidement une introduction de la batterie, et je vais être très rapide. La batterie, c'est ni plus ni moins une pile qui se recharge. Et qu'est-ce qui fait que ça délivre du courant? Il y a de la chimie à l'intérieur de cette batterie, et en gros, en activant cette chimie, on fait circuler des ions dans un sens, et du coup, on fait circuler l'électricité pour faire tourner un véhicule ou un moteur, on va dire, et puis on la recharge dans l'autre sens et on refait partir les électrons dans l'autre sens pour revenir à la position initiale. CATL fabrique donc cette électrochimie qui est installée soit dans ce qu'on appelle des cellules, soit dans des modules, ou même dans des packs que l'on livre sur des voitures qui sont rechargeables. Et 10% de l'activité de CATL se fait dans ce que l'on appelle le stockage stationnaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de laisser écouler tout ce que l'on récupère d'un point de vue solaire ou éolien, par exemple, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent à coût réduit de stocker tout cela et de faire tout un tas d'activités, par exemple de remplacer des groupes électrogènes ou faire de la régulation de réseau. Voilà. Vous imaginez que CATL, avec 24% de part de marché mondial, est présent avec pratiquement tous les grands acteurs, que ce soit de l'automobile, du véhicule commercial ou donc de ce que je viens d'expliquer du stockage stationnaire. Pour autant, ce que je voulais vous montrer, comme je voulais faire assez vite pour montrer les perspectives que l'on a derrière en Europe, ce qui à mon avis ne manquera pas de vous intéresser. Et vous imaginez bien que CATL travaille à l'implantation d'un site. On a déjà annoncé que l'on serait, on va dire, au beau milieu de la localisation européenne, puisqu'on a annoncé que l'on allait avoir un site au nord-est de l'Allemagne, à Arnstadt exactement, qui est vraiment au milieu de tout ce qui est localisation automobile. Je vais passer assez vite sur le fait que, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant d'avoir un supplier park qui va se mettre en place, puisque l'Europe, comme on en parlera dans quelques instants, l'Europe va bientôt imposer également un certain nombre de choses sur la localisation des matières premières en particulier. CATL a décidé d'agir en 3 phases.
dès cette année, on va rentrer en production avec un site qui va simplement assembler des modules. Toute l'anode, la cathode, on va dire la chimie, l'indispensable de la chimie arrivera de Chine. Et puis, dans un second temps, on fera cette anode et cette cathode d'ici, on va dire, 2 années. Et on fabriquera tout sur place en Allemagne. Et puis, dans un troisième temps, on ira encore plus loin, puisqu'on sera en mesure de recycler tout ce qui est matériaux. Aujourd'hui, juste pour votre information, on est capable, dans ce type d'industrie de la batterie, de recycler entre, on va dire, en fonction des acteurs, en fonction des donneurs d'ordre, entre 93 et 97% de la batterie. On récupère tout et on réinjecte ça dans le circuit classique des matières premières. Et puis, évidemment, on va monter en cadence pour satisfaire le marché, la phase 3 ayant aujourd'hui un objectif d'être en place pour 2025-2026. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que très clairement, CATL va s'implanter et va continuer ses projets en Europe. Rien que pour un groupe comme le nôtre, il a été annoncé déjà un peu moins de 2 milliards d'euros d'investissement, avec des capacités qui vont se monter. Et ça, on attend un petit peu, puisque, comme on va le voir juste après, l'Europe met en place un certain nombre de choses. Les clients vont aussi être effectivement les grands décideurs, puisque aujourd'hui, même si on imagine bien que le boom et le coup de départ a été donné depuis maintenant une petite année, il va y avoir besoin de ces grandes factories, ce qu'on appelle ces gigafactories. Tout le monde l'annonce, et CATL va continuer aussi à se localiser en Europe pour répondre au marché et à la demande. Donc, est-ce qu'on va mettre 1, 2, 3, 10 usines? Est-ce que chaque usine sera de petite capacité, c'est-à-dire des usines qui sont capables de produire 10 gigawatts, ou des gros monstres capables de produire jusqu'à 100 gigawatts par site? Ça, l'avenir nous le dira, et ça dépendra d'un certain nombre de facteurs, en particulier géopolitiques, les politiques des gouvernements, les politiques industrielles également, mais évidemment tout ce qui concerne les prix, puisque, comme je vous le disais il y a quelques instants, ce sera le consommateur final qui décidera si oui ou non le marché va être aussi prometteur qu'il n'y paraît. Et puis, évidemment, la chaîne d'approvisionnement, toute la logistique autour de l'approvisionnement des matières premières sera cruciale. Donc voilà, on attend un certain nombre de choses, mais a priori, et là je vous parle du cas CATL, mais les grands donneurs d'ordre de la batterie, aujourd'hui quasiment tous asiatiques, seront obligatoirement sur place en Europe pour produire d'ici quelques années. Voilà. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est les perspectives et pourquoi effectivement l'Europe ne manquera pas d'accélérer la présence de ces gigafactories, des usines de fabrication des batteries. Eh bien, les raisons, elles sont simples. Ça fait peut-être une grosse dizaine d'années que certains constructeurs, et Renault, Nissan en tête, annoncent que la révolution va venir de la voiture électrique. Renault était peut-être parti trop en avance. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la prédiction Renault s'annonce juste, les prédictions on va dire, de Carlos Ghosn s'annoncent juste, puisque aujourd'hui, on le voit. Sur la partie gauche du slide, vous voyez que ne vous méprenez pas, on parle, c'est les unités chinoises, on va avoir 10 000 unités. C'est-à-dire qu'on voit qu'en 2020, hors Chine, on a vendu 1,8 million de véhicules, dont un peu plus d'1,3 million en Europe. Et donc, on surpasse déjà, dès 2020, on sait que l'Europe surpasse la Chine. La Chine, on avait déjà vu que la tendance était plutôt bonne au premier semestre. Elle était plutôt bonne, mais on avait déjà l'impression que l'Europe pourrait surpasser 2020. Les faits le montrent, effectivement. L'Europe aujourd'hui et c'est pas en passe, est devenu le marché numéro 1 au monde pour la fourniture des véhicules électriques. Et les perspectives sont telles que, on le verra après, hein, les chiffres donnent un peu le tournis. Ce qu'il faut juste noter, c'est que dans un marché global à moins 24% sur l'automobile, ce qu'on appelle le New Electrical Vehicle, les NEV,
ont représenté plus de 10%, 10,5% de market share, avec vraiment une très forte augmentation. On l'a vu tout à l'heure sur le slide précédent, rien qu'en Europe, on a multiplié par 2,3 le nombre de ventes de véhicules électriques depuis l'année dernière. Quand je parle véhicules électriques, j'englobe les hybrides, les plug-in hybrides et les véhicules purement à batterie 100% électrique. On le voit, effectivement, même si en 2020, le contexte a été un petit peu, on va dire, spécial du fait d'un contexte anxiogène, j'allais dire, et pas forcément propice à la vente de véhicules, pour autant, le véhicule, c'est quand même bien et très bien vendu, en particulier en Europe. Quant à ce qu'on appelle les ICE, c'est-à-dire c'est les moteurs essence et diesel, les Internal Combustion Engine, ces ventes chutent et continuent à chuter. Là, c'est, j'allais dire, la fin est inexorable. Si on regarde justement les perspectives, on parle aujourd'hui d'avoir plus de 10% de part de marché de ces véhicules électriques à horizon 2025, et on le verra avec une cadence d'augmentation, ce qu'on appelle un CAGR de 32,5% par an, donc une moyenne globale de 32,5% par an sur les années à venir jusqu'en 2025. Je pense même qu'on est loin, puisque les prévisions que l'on a, nous, en interne chez CATL, montrent que dans cette perspective, oui, il y a beaucoup d'aspects géopolitiques, pour autant, les perspectives vont, selon nous, s'accroître. Quand je disais que les perspectives géopolitiques sont à vraiment considérer, on le voit aujourd'hui, pourquoi tout s'accélère. Il y a ce qu'on appelle des aides étatiques qui sont données, et on voit également que toutes les grandes métropoles prennent un certain nombre de mesures pour bannir, je veux dire, oui, pour sortir les véhicules diesel dans un premier temps et essence dans un second temps sur un certain nombre de perspectives temporelles qui sont assez proches. J'allais même dire, la Chine, de mémoire, Xi Jinping a annoncé en septembre dernier à l'ONU que le pic de CO2 n'en y était pas encore, loin de là, puisque le pic de CO2 mondial sera atteint aux alentours de 2030, et même la Chine a annoncé qu'il serait neutre en émissions carbone en 2060. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un aspect géopolitique à considérer. Et si j'en reviens en Europe, tout ça va être évidemment poussé, en particulier au niveau des transports, au niveau de la mobilité. Comme je vous disais, les émissions CO2 augmentent avec un pic aux alentours de 2030. Il y a des mesures, et nous sommes, en tout cas chez CATL, et je pense que c'est la même chose chez mes collègues fabricants de batteries, qu'ils soient coréens, chinois ou japonais, il y a un certain nombre de choses qui se passent, et poussées par l'industrie, poussées automobile et poussées par l'Europe, il y a un certain nombre de choses évidemment qui vont nous pousser encore à accélérer la mise en place de ces gigafactories en Europe. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2040, on estime, sur des prévisions qui ne sont pas super optimistes, mais qui sont absolument raisonnables, 2040, on estime que plus de 65% des véhicules seront des véhicules électriques. Jean-Baptiste, il y a une minute et demie à peu près avant de conclure, ça serait, si c'était possible. Je vais faire très très vite. Je vais vous montrer les challenges. Il y a deux types de challenges. Je vous disais, il y a un challenge industriel, la localisation, à plus forte raison avec le Covid, les gens ne peuvent plus comprendre qu'on fasse voyager des batteries qui représentent 30 à 40% du poids économique d'un véhicule électrique. Les gens ne comprennent plus qu'on fasse venir ça depuis l'Asie. Donc, il y a vraiment une prise de conscience du client final qui veut avoir vraiment une mentalité verte, d'une part, et d'autre part, il y a aussi un certain nombre de nationalisme technico-économique qui fait que, là aussi, les gens vont devoir acheter de la batterie, et nos constructeurs européens vont devoir acheter de la batterie, non pas en provenance des pays asiatiques, mais vraiment d'une batterie qui sera localisée en Europe, d'où la nécessité pour l'Europe de pousser et de mettre un certain nombre de contraintes sur les certificats d'origine, sur des taxes à l'émission qui ne vont pas manquer effectivement d'obliger les grands donneurs d'ordre comme CATL à venir s'installer et accélérer leur présence en Europe. Les challenges qui arrivent devant nous, ils sont, si je prends une sorte de résumé pour conclure, il y a ces quatre drivers
qui sont pour nous les défis à relever. Le driver politique, je n'y reviens pas dessus, c'est la régulation, c'est les incentives qui sont donnés et puis le fait de sortir les moteurs conventionnels. Encore une fois, le consommateur final est devenu plus éco-friendly, d'une part. Il y a aussi la transformation de l'industrie automobile qui va pousser à mort dans ce sens. On le voit, des BMW, des Volkswagen, des Tesla et des PSA sont poussés aujourd'hui dans leur retranchement. Tout le monde pariait et tout le monde était persuadé que Tesla allait mourir de sa belle mort après avoir fait feu quelques années. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde se retourne et tout le monde pense que Tesla a eu raison. Et donc, ça pousse tout le monde dans ses retranchements. Les constructeurs automobiles eux-mêmes sont en train de changer un petit peu de paradigme et ne construisent pas une voiture électrique à partir d'une plateforme existante, mais construisent d'abord la batterie autour de leur châssis et derrière montent leur voiture. Et évidemment, il y a toute cette infrastructure qui va changer notre paysage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, toutes les forces montrent que ce qu'on appelle le nouveau véhicule électrique va arriver en Europe et sa présence va s'accélérer, va s'augmenter. Donc, le rapport de force entre les États, entre tous les grands donneurs d'ordre est réellement en train de changer. Maintenant, il faut attendre que le client final, vous, moi, décidions réellement de franchir le pas et d'acheter une voiture électrique. Ça, les prochains mois vont être réellement cruciaux. L'année 2020, avec le Covid ou sans Covid, va vraiment être crucial et on verra bien si tout ça est en marche. Mais en tout cas, d'un point de vue CATL, ça ne fait pas doute. Aujourd'hui, il n'y a plus à se poser de questions. La batterie en Europe, c'est réellement un fait. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu vite. Je ne sais pas si mon contenu était clair. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Jean-Baptiste, c'était très, très clair et vraiment merci déjà d'avoir relevé le challenge, parce que quand on voit votre enthousiasme, on sent que c'est dur de tout concentrer en 15 minutes et je suis sûr que vous pourriez nous en parler pendant des heures, mais c'était très intéressant avec des chiffres vraiment qui font et de croissance qui nous font, on a peut-être même un peu de mal à intégrer dans notre filiale laser, puisqu'on n'a pas des taux de croissance qui sont aussi importantes. Je vais vous afficher une question. La question, c'est… Si, je l'ai. C'est Fabien. C'est Fabien qui pose la question. La R&D se fait, alors je la lis parce que je ne sais pas si tout le monde la voit. La R&D se fait-elle uniquement en Chine ou avez-vous des centres R&D en Europe? Aujourd'hui, en tout cas, pour CATL et les grands, on va dire, un peu plus de 80% du marché de la batterie est fait par des Asiatiques. Je l'ai dit tout à l'heure, des Coréens, des Chinois et des Japonais. Pour autant, il y a aussi de très, très, très bons fournisseurs de batteries qui arrivent. Il y en a qui existent déjà. Les arrivants, on va parler par exemple de Northvolt, par exemple. Les existants, on va parler de Saft, qui a fait sa JV, Saft Total, qui a monté une JV avec Total, qui s'appelle ACC, Automotive Safe Company. Donc, il y a une R&D qui se fait évidemment en Europe d'ores et déjà, oui. Pour autant, si la question est portée sur CATL, la R&D, toute l'innovation de CATL, oui, se fait aujourd'hui en Chine. Pour autant, le site, on va dire le flagship de CATL, qui est à Erfurt en Allemagne, comme je le présentais tout à l'heure, va avoir une petite entité R&D, mais il ne faut pas se leurrer. Les investissements sont tels, les moyens de test sont tels, les moyens de développement sont tels qu'aujourd'hui, oui, on peut dire que la concentration pour CATL, je répète, de la R&D se fait bien en Chine. D'accord. J'ai une autre question que tout le monde doit, que tout l'auditoire voit. Donc, si vous la voyez, Jean-Baptiste, je pense que… Oui, je la vois. On participe à des projets collaboratifs et désolé, je ne connais pas Horizon Europe. Donc, par exemple, Horizon Europe, oui, donc encore une fois, je me répète, je ne connais pas. Mais ça peut m'intéresser. Donc, si en privé, vous pouvez me… Là, c'est la personne qui pose la question peut m'envoyer un petit message, je serai preneur. Je ne connais pas Horizon Europe. On tente de participer à des projets. Pour autant, ce n'est pas évident pour un fournisseur chinois d'être intégré dans ce type de projet. Ça fait un petit peu peur. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur la question, où je pourrais, parce que là aussi, je pourrais vous en parler pas mal de temps. Moi, j'ai déjà eu des actions auprès même du gouvernement français, auprès d'instances en France ou en Europe pour participer à un certain nombre de projets.
je n'ai pas senti un grand enthousiasme de la part de mes interlocuteurs. Voilà. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. Quels sont les enjeux pour les fabricants de batteries par rapport aux fabricants automobiles? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'est vous travaillez vers l'augmentation de l'autonomie, la baisse des prix, la baisse du poids, avoir des batteries plus compactes, les vitesses de rechargement? Peut-être que vous allez me dire tous, mais est-ce qu'il y en a un vraiment vous sentez qu'il y a un enjeu un peu plus important que les autres? Alors, c'est le prix. Mais ça dépend du client avec qui vous travaillez. Vous travaillez qu'un Porsche, le prix est important. Pour autant, il demande plutôt. Lui, il veut que le client Porsche, il descende de sa voiture, il va faire sa pause pipi, boire son café, il veut remonter dans sa voiture, qu'elle soit chargée. On nous demande, en gros, chez certains constructeurs premium, on nous demande des recharges 80% moins de 10 minutes. Voilà. D'accord. Ouais. Deux, il y a un certain nombre de clients qui nous demandent, c'était le projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Dyson, qui a abandonné depuis. Lui, il voulait une batterie capable de faire 600 km d'autonomie. Tout dépend du client. Les clients, on va dire classiques, les grands donneurs d'ordre européens cherchent du prix. D'accord. Et derrière, il y a un rapport entre la densité énergétique qu'on peut mettre dans une batterie, donc entre la chimie qu'on peut mettre dans une batterie. Soit on a une chimie plus chère, mais qui permet plus d'autonomie et moins de poids embarqué. Soit on a une chimie un peu moins chère, mais qui effectivement, de fait, réduit l'autonomie et augmente le poids embarqué. Donc, tout dépend du client. Mais effectivement, on travaille essentiellement. Aujourd'hui, les grandes questions sont autour du prix. Oui. L'autonomie et la recharge posent d'autres problèmes, en particulier la recharge pour des problèmes d'infrastructure. Et aujourd'hui, on n'est pas certain de mettre des infrastructures capables d'accueillir, on va dire, 10 millions de voitures roulantes, ou même 15 millions de voitures roulantes en Europe. On n'est pas certain que l'infrastructure sera vraiment rentabilisée. Donc, on se pose plutôt des questions aujourd'hui de travail sur le prix bas et un mode, ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire un nombre de kilométrage limité. Donc, tout dépend encore une fois du client. Mais effectivement, l'aspect numéro 1 en Europe aujourd'hui, c'est le prix. Au bout de ces 20 minutes, donc une fois encore, c'était très intelligent. Comme vous avez pu l'entendre, vous étiez notre premier guest de notre premier webinaire, donc c'était un honneur pour nous de vous recevoir. Merci, vous nous avez éclairé quand même parce que le sujet n'était pas aussi clair que pour nous. C'est la batterie, comme on dit, c'est surtout un sujet asiatique, mais qui vient à grands pas chez nous. Donc, c'est un sujet asiatique, si je peux juste me permettre, c'est un sujet aussi éminemment géopolitique. Vous l'avez compris, l'Europe se bat pour être autonome. On le voit aussi sur l'électronique en ce moment. Les questions autour de ces fournitures asiatiques, sur les chips qui viennent de Taïwan. Il y a vraiment des sujets très, très intéressants à se poser autour de la batterie et de ces fournitures asiatiques aujourd'hui. D'accord. Merci Jean-Baptiste. Donc maintenant, on va… Et puis… je pense que vous n'allez pas rester connecté, vous avez d'autres obligations, mais autrement, vous êtes bien sûr… je vais rester le premier quart d'heure parce que le sujet suivant m'intéresse aussi. D'accord, très bien. Donc, le prochain sujet va être présenté par Sylvain Bossir et Patrice Henrich de Trumpf. Et ils vont parler des applications laser de Trumpf dans la chaîne de fabrication des batteries. Eh bien, merci à tous d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation sur le thème des batteries, de l'e-mobility, qui est un sujet extrêmement important à l'heure actuelle. Je suis Patrice Henrich, je vais associer Trumpf. En fait, je suis également accompagné par mon collègue Sylvain Bossir, et nous allons vous décrire quelques applications laser dans le domaine du soudage des batteries. Qu'est Trumpf, dans un premier temps? Donc, en fait, Trumpf est une société familiale basée à Ditzingen, proche de Stuttgart, qui constitue aujourd'hui à peu près 15 000 personnes dans le monde et qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros. Les différents secteurs d'activité de Trumpf sont les machines-outils, les lasers, ainsi que de nouvelles activités, dont par exemple la fabrication additive et l'extrait UV dans le domaine des semi-conducteurs. Dans la machine-outil, nous allons bien évidemment rencontrer des applications du type découpe, poinçonnage, soudage également, grâce à des styles de robots. Et dans le domaine du laser, Trumpf commercialise et produit des lasers CO2, des lasers solides, donc notamment des lasers à disque ainsi que des lasers à fibre,
des lasers de marquage, et ainsi que des produits dans ranimètre haute fréquence. Quels sont les différents champs d'application laser dans l'électromobility? Bien évidemment, on parlait des batteries, des moteurs électriques, de l'électronique de puissance, ainsi que la formation bien évidemment du pack, batterie, et des piles à combustible. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser principalement sur l'établissement d'une batterie ainsi que le pack final de batterie. Dans les différentes étapes de constitution en fait, d'une batterie ainsi que d'un pack, différentes technologies laser peuvent être appliquées. Donc, notamment en fait, le décapage, la découpe, le soudage, qu'on va rencontrer plus précisément par la suite dans les différentes applications que je vais vous présenter, que nous allons présenter. Pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas encore exactement quelles sont les différentes étapes de la fabrication d'une batterie, on a voulu vous présenter cette petite vidéo qui a été constituée avec la collaboration de l'Université de Aachen pour présenter un petit peu les différentes étapes. Donc, notamment la première qui est la fabrication, l'élaboration, je dirais, de la matière active que nous allons donc, qui va falloir déposer sur une électrode. C'est ce qu'on appelle le coating. Ensuite, va arriver en fait la phase de séchage de cette matière active, qui aujourd'hui pourrait également être très bien faite au laser avec des diodes. La phase de calendrage, et ensuite la phase de séparation, la découpe, qui peut être faite ici au laser, comme on le voit. Ensuite, l'empilement, constitution de l'anode, de la cathode, c'est ce qu'on appelle le stacking. Et ensuite arrive une première phase de soudage, qui est le soudage du contact en cuivre sur ces électrodes. Et on vient, à ce moment-là, par la suite, créer en fait le soudage étanche, on le voit ici, d'une cellule prismatique. Et l'assemblage de plusieurs de ces modules va constituer en fait, l'assemblage de plusieurs cellules va constituer le module, pour ensuite arriver au soudage de ce qu'on appelle les bus bars, qui permettent de créer les connexions. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et ensuite arrive la dernière phase d'assemblage qui est en fait l'association de plusieurs modules pour créer en fait un pack complet. Dans les différentes phases d'élaboration de l'électrode, aujourd'hui, là je vous présente quelque chose qui n'est pas qu'on a à niveau industriel, mais qui est aujourd'hui à la phase de développement, de recherche et développement. C'est-à-dire en fait que pour augmenter la mobilité des ions ainsi que pour augmenter l'adhérence en fait de cette surface active, une idée serait en fait de générer énormément de trous, de perçages dans l'électrode, ceci à la vitesse d'avancée de la bande, à savoir entre 80 et 120 mètres millilitres. Ceci peut être réalisé aujourd'hui grâce à des scanners qui sont très rapides et qui permettraient donc de créer en fait ces trous sur des feuilles de cuivre ainsi que sur des feuilles d'aluminium qui constitueraient donc l'électrode. Les lasers en fait qui seraient employés sur ce type d'application-là seraient typiquement des lasers nanosecondes d'une puissance moyenne d'environ 200 à 300 watts. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, il faut également créer le processus qui peut être utilisé pour créer les électrodes et un processus mécanique. On pourrait également le faire au laser, puisque, comme je vous le disais, en fait, les vitesses de déplacement des scanners sont ultra rapides. On se déplace avec des vitesses de coupe qui sont supérieures à 1 mètre par seconde. On voit d'ailleurs ici, enfin on le verra par la suite, une petite vidéo qui le montre. Ceci peut être très bien fait au laser également, à nouveau avec le même type de source, comme celle tout à l'heure, des lasers de puissance moyenne de 200 à 300 watts, dans des durées d'impulsion de quelques nanosecondes. Voilà, on voit ici en temps réel se faire cette découpe. Vous voyez, elle est ultra rapide. L'avantage de faire cette découpe-là au laser, c'est que vous avez une flexibilité d'un point de vue du motif que vous souhaitez, que vous devez découper. Le décapage peut être également fait au laser, bien évidemment, à savoir que le décapage de l'électrode peut être de la substance active, peut être fait en fait avec des lasers nanosecondes à nouveau. Et l'avantage de cette technologie au laser, c'est que d'une part, on peut atteindre des taux d'ablation très élevés, et que d'autre part, on peut ablater une face de l'électrode tout en maintenant, enfin, sans interagir sur la face arrière
de cette même électrode. Autre application que l'on rencontre régulièrement, c'est le découpage des boîtiers à grande vitesse. Pourquoi le laser? Parce qu'il a un faible apport énergétique, induisant peu de déformation. Il n'y a aucun effort mécanique à réaliser pour faire cette étape-là. Et ce process est aujourd'hui extrêmement productif, puisqu'on peut utiliser des lasers dont le transport se fait par fibre optique. Et cette fibre optique peut être en section carrée, ce qui permet d'augmenter, on comprend très bien, le rendement et la juxtaposition d'un impact par rapport à l'autre. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Sylvain, qui va vous détailler quelques applications concernant le soudage. Bonjour à tous. Donc, après le travail de l'électrode, je vais vous parler de la fabrication des cellules. Il existe différents types de cellules. Des cellules cylindriques, des cellules plates à languette qu'on appelle push, et aussi des cellules prismatiques qui sont en général le plus souvent répandues. Les cellules prismatiques comportent plusieurs types de soudures. Vous avez des soudures sur les électrodes, des soudures sur le trou d'injection d'électrolyte, mais principalement, l'application la plus exigeante est la soudure étanche du couvercle qu'on appelle CanCap pour les connaisseurs. Cette soudure, donc, elle doit être étanche et doit avoir une qualité irréprochable, bien lisse et absolument pas de projection. Pour ce type de soudure, Trumpf recommande l'utilisation de la fonction Brightline-Weld. Le Brightline-Weld utilise une fibre 2 en 1. On va moduler la puissance laser à la fois dans le cœur et dans l'anneau de la fibre. Et donc, on va réduire l'accélération cinétique du bain de fusion causée par les vapeurs métalliques qui s'échappent. Donc, on va infléchir le bain de fusion vers le bas grâce à cette répartition d'énergie plus étendue et spécifique. On peut souder, donc, obtenir des vitesses de soudage très élevées et très peu de projection. Là, vous avez quelques paramètres utilisés avec le Brightline-Weld sur ce type de soudure. La vidéo que je vais vous présenter n'utilise pas d'optique scanner, comme on pourrait l'imaginer, mais une optique fixe BO montée sur une table cartésienne et une buse conique de gaz qu'on voit à l'écran. Les vitesses de soudage peuvent être vraiment élevées, de quelques mètres par minute jusqu'à 30-35 mètres par minute. C'est indispensable quand on connaît le nombre de cellules qu'on doit produire dans les futures usines, dans les futures gigafactories. Maintenant, je vais faire un focus sur le laser vert. Pourquoi utiliser le laser vert? Le laser vert est absorbé par le cuivre à 42% à l'état solide, contre 5% pour l'infrarouge. Donc, on y voit un gain évident. Et il existe une application qui est le soudage de feuilles qui sont empilées. Donc, on va empiler plus d'une centaine de feuilles de 6 microns et qui vont être ensuite ressoudées sur une électrode en cuivre. Donc, je vais vous présenter cette application, cette vidéo, qui est très parlante. Ici, on voit une optique PFO 20, et le laser vert qui soude avec une excellente qualité, un cordon très lisse et très peu de projection. Et on devine ici la stratégie de wobulation utilisée. Donc, on a une soudure qui ne dépasse pas 1 mm et c'est typiquement recommandé pour le laser vert. Après avoir parlé de la cellule, on va passer au module. Donc, le module, c'est un ensemble de cellules qu'on ressoude ensemble par des bus bars, donc des languettes qui vont connecter ensemble, comme on voit sur la photo, les cellules. Ici, vous avez différents matériaux pour ces applications, du cuivre ou de l'aluminium. Et on va rechercher, bien sûr, une excellente conductivité électrique et très peu de projection et une résistance mécanique importante. Donc là, sur la photo de droite, vous avez des soudures avec le True Fiber. Et ici, des exemples de soudures dissimilaires avec de l'aluminium et du cuivre, ou aussi du cuivre en bas avec le laser vert. Enfin, après avoir réalisé ces modules, on va arriver au pack batterie. Qu'est-ce que le pack batterie? En fait, c'est un bac dans lequel on va placer ces modules. Et donc, Trumpf propose des solutions complètes, puisqu'on va travailler la tôle à plat, on va la découper, puis la plier.
la former, lui ajouter des fonctions, et on va créer tous ces compartiments et aussi des renforts pour mettre ces modules d'énergie. On peut aussi, dans les angles, avec une solution robotisée que Trumpf propose, réaliser de la soudure. Alors, pour information, à titre d'exemple, vous avez dans un pack batterie environ 100 kWh d'énergie. Et donc, quand on parle de gigafactory, ça veut dire qu'il faut fabriquer environ 10 000 packs. Et 10 000 packs batterie, ça représente plus d'1 million de cellules, évidemment. Donc, enfin, pour résumer, avec Trumpf, vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez toutes les sources laser disponibles, que ce soit des lasers à fibre, laser à disque, laser vert, et des lasers aussi à impulsion ultra courte. Et je vous propose vraiment de redécouvrir nos solutions sur notre site Internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube, où on a créé des modules d'apprentissage et de connaissances Ask the Expert. Voilà, donc nous restons maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, la question, peut-être que vous la voyez. Y a-t-il une étape de préparation de surface? Alors, on va arrêter le partage et on va voir les questions. Ça y est, on les voit. Avant la soude laser. Découpage laser, des millions en cuivre. Alors, non. Patrice est avec moi. Non, normalement, sur les pièces soudées au laser, on ne fait pas de décapage. Voilà. C'est d'ailleurs l'utilité, j'ai envie de dire, du laser vert, puisque en fait, le laser vert couple en fait de façon stable et répétable au fil du temps. Ce que je veux dire, au fil du temps, ça veut dire en fonction du degré d'oxydation du cuivre. Donc justement, l'avantage de cette longueur d'onde par rapport à l'infrarouge permet justement de s'affranchir de cette étape de... Enfin, permet de s'affranchir de cette étape de décapage qui n'est pas nécessaire. Très bien. Merci. Une autre question qui est posée de la part de Florent Thibault. Les étapes de fabrication des cellules, quelles sont les étapes qui sont limitantes en termes de productivité globale? Alors, je dirais pas, c'est vraiment dans la cellule, c'est plus au niveau des électrodes, où on va avoir des limites, par exemple, sur les... On a vu tout à l'heure une présentation avec le temps de séchage. Ça, c'est par exemple une application qui permet de réduire le temps de production des cellules, mais qui n'est pas obligatoirement totalement utilisé. Donc, le laser peut être un outil de réduction, on va dire, de temps, parce que vous avez imaginé le nombre d'électrodes qu'il faut travailler. Après, sur la cellule et les busbars et les modules, évidemment, on ne peut pas contourner les opérations de soudage. Mais la cellule, en effet, aujourd'hui, c'est vraiment un point sur lequel il y a beaucoup d'opérations et la productivité, les vitesses de calendrage, etc., sont très, très importantes. Une autre question. Les gaz de protection pour le soudage, tout va dépendre de l'application. Comme vous avez pu voir tout à l'heure sur le CanCap, on a mis de l'argon dans une buse conique pour vraiment avoir une très très bonne qualité de soudure, bien étanche et bien lisse. Mais l'étanchéité n'est pas obligatoirement obtenue par le gaz de soudage. C'est plus par le faisceau laser, donc comme avec le Brightline Weld, où vraiment on obtient des soudures de meilleure qualité plus lisses, mais ce n'est pas une obligation, par exemple, sur les soudures sur les cellules. D'ailleurs, les soudures sont faites aujourd'hui avec un scanner, en fait, hein, et oui. Protéger une surface, inerter une surface à l'aide d'un scanner, c'est relativement compliqué. Donc, voilà. Voilà, donc c'est pas une obligation, mais c'est vraiment par rapport à des critères esthétiques, voire d'étanchéité assez poussés. Très bien. Nous allons prendre la dernière question. Y a-t-il des exigences du secteur en termes de traçabilité des pièces constitutives des cellules batteries? C'est une bonne question. Nous avons parlé de la traçabilité des pièces. Alors, c'est un point sur lequel j'aurais du mal à vous répondre. Il y a beaucoup d'éléments, en effet, qui vont entrer dans la cellule et qui vont être difficiles à tracer. Donc là-dessus, j'aurais du mal à vous répondre. Après, à part faire du marquage laser éventuellement sur les modules ou les packs, mais en tout cas sur les cellules, je pense que c'est assez compliqué. Voilà.
Donc, je vais laisser la parole maintenant à Aymeric Ververde, qui est le directeur général de Laser Cheval et qui va nous présenter donc une application de soudure étanche sur des grandes pièces fines inox pour le soudage de piles à combustible. Aymeric, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, bonjour. C'est bon, vous me voyez? Oui, on te voit très bien. Je vais couper mon micro, je vais lancer pour 15 minutes et puis je te ferai un petit signal au bout de 13 minutes et puis on gardera 5 minutes pour poser des questions. Merci et puis bonne présentation. Merci bien. Très bien. Hop. Donc, tout d'abord, merci effectivement de prendre le temps de m'écouter. Et donc, je vais vous présenter une application un peu particulière qui est de la soudure étanche de pièces fines en inox, en l'occurrence pour les piles à combustible. Donc, c'est une application un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais vous verrez un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je vais c'est ça, voilà. Bon, je vais commencer par vous faire une petite présentation de Laser Cheval très rapide, un petit tour de l'état de l'art et puis de ce qu'on appelle une pile à combustible plus particulièrement, avant de rentrer dans le cœur du sujet que constituent les principales problématiques liées à ce genre de soudure, avant de conclure. Donc, tout d'abord, Laser Cheval fait partie du groupe IMI, un groupe d'environ 700 personnes spécialisées dans la micromécanique et plus particulièrement dans le luxe. Laser Cheval, quant à nous, nous sommes spécialisés dans les applications laser depuis plus de 40 ans. Répartis sur avec 3 secteurs d'activité ou 3 activités au sein de l'entreprise. La première et la plus importante, c'est la conception et la fabrication de machines laser, avec plus de 1000 machines à travers le monde dans des applications de soudure, de micro-usinage, micro-découpe, gravage, marquage laser. Les services associés, ce qu'on appelle communément le SAV, mais j'aime pas trop ce terme qui en général est associé au dépannage. Et donc on va démarrer de l'avant-projet avec les tests de faisabilité, développement de process, évidemment installation de machines, formation, maintenance, dépannage, mais aussi support technique. Et la troisième activité de la société pour les clients qui n'ont pas assez de volume pour investir eux-mêmes dans une machine laser, et on a une activité de sous-traitance qui leur permet de réaliser des pièces chez nous sur nos machines dans les mêmes secteurs d'activité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit état de l'art. Alors, ça m'a paru important de repréciser ce qu'était exactement une pile à combustible ou une pile à hydrogène en l'occurrence, puisque on a, comme vous le savez, le plus grand mal à stocker l'électricité. On parle de batterie, on parle de piles, mais en réalité, on stocke pas vraiment l'électricité. Ben là, c'est pareil. C'est un artifice qui nous permet de produire de l'électricité à la demande plutôt que de le stocker. Et donc, dans la pile à combustible ou la pile à hydrogène, on va rentrer de l'hydrogène, de l'oxygène, créer une réaction d'oxydoréduction sur les anodes et les cathodes qui constituent la pile et produire de l'électricité. Et donc, on rentre de l'hydrogène, de l'oxygène, on sort de l'électricité, c'est ce qui nous intéresse, et puis de la chaleur et de l'eau, ou plus exactement de la vapeur d'eau, qui sont plutôt des déchets. Donc, propres, puisque les seuls déchets qui vont sortir de cette opération, c'est de la vapeur d'eau et de la chaleur. C'est constitué donc, comme je le disais, d'anodes et de cathodes, et puis pour avoir la puissance et l'énergie nécessaire à l'application, on va avoir des tailles d'anodes et de cathodes plus ou moins grandes, et surtout un nombre plus ou moins important. Donc, vous voyez à gauche de l'écran un petit jeu de cartes là, qui n'est plus ou moins qu'une photo d'anodes et de cathodes qui sont assemblées les unes avec les autres. Donc, chaque carte que vous voyez là, c'est une anode et une cathode assemblées.
Et donc, on va les empiler les unes sur les autres afin d'augmenter la puissance de la pile à combustible. Laser Cheval travaille en collaboration avec le CEA depuis une dizaine d'années environ pour développer des applications de soudure laser de ces éléments de pile à combustible. Aujourd'hui, on connaît trois solutions d'assemblage. Le collage, tout d'abord, qui est une technologie qui présente deux problèmes majeurs, notamment avec la résistance mécanique des cols et les problèmes de fluage et de dégradation qui peuvent éventuellement intervenir dans le temps. Donc, on a une deuxième technologie d'assemblage qui est également utilisée sur ces applications, c'est le brasage, donc qui ne présente pas de problème de résistance mécanique, mais qui pose un problème essentiellement de pollution des fluides par la brasure elle-même. Et puis la troisième technologie qui est également utilisée pour assembler ces éléments de pile à combustible, c'est la soudure laser. Donc l'avantage de la soudure laser, c'est qu'elle ne présente pas ces problématiques précédentes, notamment de pollution ou de résistance mécanique. En revanche, c'est une technologie qui est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Elle nécessite en général, elle nécessite pas en général, elle nécessite systématiquement un outillage. Et c'est un peu complexe du fait de la géométrie des pièces. En revanche, elle présente vraiment un avantage qui est important et qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, pas seulement sur les piles à combustible. C'est comme dans tous les procédés d'assemblage sans apport, et ben l'apport est parfois considéré comme un polluant dans l'application. Bon, là en l'occurrence, on sélectionne des matériaux pour pas qu'ils réagissent ou pour qu'ils réagissent avec des éléments chimiques. Évidemment, la brasure doit pas être ou l'apport doit pas constituer un polluant. Et c'est souvent le cas. On le voit souvent dans le médical, on le voit là dans les éléments chimiques, mais c'est très souvent qu'on a ce problème. Et le gros avantage du laser, justement, c'est de ne pas avoir, en tout cas sans apport, c'est de ne pas avoir d'éléments extérieurs qui va venir perturber ou polluer les éléments qu'on a choisis avec le plus grande précaution. En l'occurrence ici, c'est de l'inox. Donc maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, les principales problématiques, je les ai résumées en 3 lignes, c'est de réaliser des soudures étanches entre 2 plaques d'acier inoxydable, en l'occurrence du 316L, épaisseur environ 50 à 100 microns, et en ce qui nous concerne, des tailles qui peuvent aller jusqu'à 360 mm par 180 mm. Alors jusque-là, vous allez me dire, rien de transcendant, ça, il y a longtemps qu'on sait faire, c'est vrai, mais partez pas tout de suite, on va rentrer un peu dans les détails et c'est là que ça va se corser. Donc, je vais vous montrer la photo. Alors, je suis désolé, je peux pas vous montrer de plan parce qu'on travaille sous contrat de confidentialité avec tous nos clients. Donc, je peux juste vous montrer une photo, mais je vais rentrer un peu dans les détails techniques qui constituent les éléments de pile à combustible. Et donc là, vous voyez une anode, une cathode qui sont pas encore assemblées. Et vous voyez, donc, on commence à voir un certain nombre de problématiques se poser. Donc, dans cet élément, il va y avoir 3 circuits de fluides qui doivent être étanches, évidemment, entre eux, et qui doivent être étanches également avec l'extérieur. Donc, vous voyez à gauche et à droite des grandes ouvertures, ça va constituer les orifices d'entrée et de sortie. Et puis, au milieu de ces plaques d'inox, vous voyez des plis. Et ben, vous imaginez qu'à l'intérieur, il va y avoir ces circuits qui vont devoir circuler et puis être étanches entre eux. Et donc, les problèmes qu'on va rencontrer, c'est toute cette forme géométrique d'abord qui est très complexe avec de nombreux plis qui sont petits, qui peuvent faire que quelques dizaines de microns jusqu'à 2 dixièmes et demi. Des soudures pour lesquelles on a très peu de place, donc elles sont souvent très proches des plis, très proches des bords, proches des trous, etc. Un rapport épaisseur-longueur de la pièce qui complique sérieusement l'assemblage. Vous le voyez, la déformation des pièces, elle est très visible sur cette photo. Évidemment, je ne l'ai pas choisie au hasard.
Et puis la longueur des cordons de soudure qui est pas négligeable puisque on peut avoir plus de 25 mètres de cordons de soudure sur ce genre de pièces. Donc, vous imaginez bien effectivement les problématiques que ça va poser et on va pas souder ça comme ça aussi simplement que ce qu'on pourrait l'imaginer. Je vais commencer d'abord par le choix de la machine. Alors, le choix qui a été fait en ce qui concerne Laser Cheval résulte des tests qui ont été réalisés et de notre expérience, évidemment du matériel à souder, en l'occurrence, je vous ai dit ici, du 316L, de la problématique que je viens d'évoquer sur la photo précédente, qui est le manque de place pour placer les cordons et la complexité des soudures qui nécessitent de faire des parcours un petit peu, j'allais dire, acrobatiques pour placer tout ça. Et puis, le besoin également de souder et de découper. Alors, la fonction, c'est effectivement de les assembler et donc de les souder, mais on va vite voir que dans un modèle de production, on va pas avoir la pièce avec sa forme finie, d'abord par des contraintes liées au fait que ces pièces sont mises en forme par matrissage. Et donc, on va forcément avoir besoin on va pas pouvoir couper tout de suite. Et puis, on va avoir besoin aussi qu'elles soient un peu plus grandes pour les tenir, etc. Puis après aussi, dans le process d'assemblage, on a également besoin de tenir les pièces ensemble. Et donc, on va avoir à découper au fur et à mesure de la soudure. Donc, en ce qui nous concerne, on a retenu pour réaliser ces opérations une machine laser fibrée avec un laser de 200 watts et une fibre monomode qui nous permet d'avoir un spot assez petit et puis une très bonne pénétration. Le tout monté sur une machine à commande numérique 3 axes et dans notre cas, ça nous permet d'utiliser la même machine pour souder et découper uniquement en changeant la buse de découpe. Autre élément important, et j'allais dire le point clé pour atteindre l'objectif, c'est l'outillage. Alors, en théorie, c'est facile, l'outillage, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il doit assurer la mise en position des pièces, son maintien, et puis, en ce qui concerne la soudure laser, le contact entre les deux pièces. Vous savez bien que si on soude deux pièces qui ne sont pas en contact, en tout cas comme ça par transparence, on a toutes les chances de passer à travers et au lieu de souder, de les couper. Donc, on a à faire face à plusieurs problématiques. Le premier, c'est un petit peu ce que représente la photo d'à côté, c'est que vous imaginez, vous avez vu tout à l'heure sur la photo, deux pièces fines et assez grandes à plaquer l'une contre l'autre. C'est déjà pas simple. Vous avez tous cette expérience de la protection d'écran à mettre sur un téléphone. Vous avez toutes les peines du monde à ne pas avoir de bulles quand vous faites ce genre d'assemblage. Là, c'est un peu pareil, mais en plus, ce qui complique les choses, c'est qu'on n'a pas la place pour maroufler comme le montre la photo. Il faut qu'on appuie proche de la soudure, pas dessus. Il nous faut laisser passer le cordon de soudure. Et puis, vous voyez cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ces deux pièces qui sont assemblées l'une contre l'autre, ça fait une grosse bulle au milieu. On ne serre pas les pièces n'importe comment pour assurer le contact en tout point de la pièce. Donc ça, c'est un point très très important à traiter. Il y en a un autre qui est pas négligeable, c'est que je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on allait faire à peu près 25 mètres de cordon de soudure sur une épaisseur qui fait 50 à 100 microns sur une pièce qui fait 50 à 100 microns d'épaisseur. Vous imaginez aussi les retraits de soudure qu'on va avoir. Ça veut dire que on va avoir à traiter la mise en position. Ça c'est pas le plus. Enfin, ça c'est un point délicat, mais aussi le maintien et aussi le maintien dans le temps, avec tous les retraits qui vont apparaître. Et puis également, on peut faire une soudure étanche, et donc très souvent, on a besoin aussi d'avoir un gaz de protection. Donc, il faut aussi amener le gaz autour des soudures, au-dessus, en dessous, ou les deux parfois. Et donc, vous imaginez bien que le résultat, on ne l'atteint pas comme ça du premier coup. Et quand on connaît la théorie, je vous rappelle pas les trois premiers thèmes que je vous ai évoqués, mise en position, maintien et contact. La mise en pratique, elle se fait plutôt par itération et par expérience. Il n'y a pas de recette miracle, en tout cas. En tout cas, nous, on n'en connaît pas.
Et donc, ça se concrétise comment? Ben, c'est de trouver les bons compromis. Et là, je dirais qu'il faut intégrer la soudure le plus tôt possible dans la conception et dans le process de fabrication globale de la pile à combustible, parce qu'on va avoir besoin d'agir évidemment sur les opérations de soudage, séquence de soudure, ordre, séquence soudure, découpe soudure et inversement, mais aussi sur l'outillage. On est encore dans le soudage par lui-même, mais il sera forcément nécessaire, voire même indispensable, d'agir sur la conception même de la pièce. Déplacer des soudures, déplacer des formes, laisser des zones d'appui, des zones de clamage, de bridage, etc. Et notamment quand on va travailler sur la conception de la pièce, on va discriminer deux types de soudures. Il y a des soudures qui doivent être étanches pour assurer les circuits de fluide. Là, vous y coupez pas, il faut bien que ce soit étanche au fluide et on n'a pas le choix. Et en général, celles-là, on n'a pas trop de liberté sur leur position et leurs critères. En revanche, il y a des soudures qui sont des soudures de maintien. Maintenir les pièces ensemble, qu'elles soient à un endroit ou à un autre, c'est parfois pas un gros problème. Et du coup, en jouant sur tout ça, sur la conception de la pièce, sur la conception des outillages, sur les stratégies de soudure, c'est comme ça qu'on va réussir à trouver les bons compromis. C'est ce que je vous disais, hein, c'est bien la combinaison du matériel, du bon process qui donnera le résultat final. Et par expérimentation, dans ce que je vous ai montré là, on a trouvé une combinaison qui permettait d'avoir les bons résultats. Le point clé reste bien évidemment l'outillage, comme je vous l'ai dit. Les résultats qu'on a aujourd'hui, après une dizaine d'années de travail, c'est que sur les petites pièces, j'allais dire jusque 250 mm de longueur, on arrive à un taux de rebut de moins de 1%, à peu près 0,5%, ce qui est déjà pas mal. Sur les pièces un peu plus longues, on est encore à 8%, c'est pas très industriel. Et ce qui va permettre d'améliorer tout ça, c'est de stabiliser le process, bien entendu, stabiliser le process sur la soudure, mais aussi sur la fabrication des pièces elles-mêmes, propreté, répétabilité des formes, etc., etc. Et puis, je voulais aussi faire, et ce sera le dernier slide. Ouais, Aymeric, il faut un peu accélérer peut-être, oui. J'ai fini, c'est le dernier. Donc, une ouverture sur l'utilisation des têtes scanner, puisque là, je vous ai présenté une machine cartésienne, XYZ. Les têtes scanner, vous connaissez les avantages et les inconvénients. Je vous ai remis un tableau, je ne vais pas les repasser en revue. On arrive aujourd'hui déjà à faire de la soudure sur les petites pièces, jusque 100 mm de long. On arrive à les faire avec tête scanner. Ça présente quand même beaucoup d'avantages, notamment de rapidité, de facilité d'accès du faisceau, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre. Ouais. Une première, merci Aymeric, hein, c'était très clair et une belle application. Voilà, j'ai deux questions, donc la première est affichée, je te laisse y répondre. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est le critère essentiel quand on fabrique un élément de pile, ça doit être étanche. Alors, aujourd'hui, on fait encore 100% des pièces en contrôle parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui d'éléments fiables de contrôle de procédé qui permettent de dire tout s'est bien passé, donc ma pièce va être étanche. Donc, il y a un premier contrôle qui est assez rapide et qui marche plutôt bien, mais qui n'est pas suffisant, c'est un contrôle visuel. Comme n'importe quelle soudure étanche, quand vous avez un aspect qui est conforme à ce qu'on a l'habitude de voir, on a de bonnes chances d'avoir une pièce étanche. Et puis, il y a un deuxième contrôle qui est de la mettre en pression pour contrôler physiquement l'étanchéité ou l'absence de fuite de l'élément. Donc, contrôle à 100% pour l'instant des pièces. Et contrôle d'étanchéité absente de fuite. Ah oui. Alors, en cartésien, aujourd'hui, on est sur des vitesses d'environ 20 mm secondes. Donc, 20 mm secondes, ce n'est pas des performances extraordinaires, c'est déjà pas mal. On peut fortement augmenter ces vitesses. On va être vite limité par les éléments mécaniques. Et c'est pour ça aussi que les travaux s'orientent plutôt vers des têtes scanner ou les têtes galvanométriques, parce que dans les virages, dans les angles, on est très proche de plis, etc. On doit avoir une très bonne maîtrise du parcours. Et donc, du coup, en passant sur des têtes scanner, on arrive plus facilement à augmenter les vitesses. Et après, c'est tout l'enjeu de l'industrialisation, j'allais dire, de ce procédé.
c'est d'augmenter fortement ces vitesses. Et bon, on peut y arriver en augmentant les puissances, bien sûr, en augmentant les vitesses de déplacement, en assurant la précision dans les parcours, etc. Mais aujourd'hui, on est autour des 20 mm secondes. En ce qui nous concerne. Bon, Aymeric, une dernière question. Oui. Qui viendra compléter cette présentation? Je te laisse la lire. Oui, alors souder sans jeu, en l'occurrence, quand on soude en transparence, on n'a pas le choix. S'il y a du jeu, vous allez passer à travers, vous n'allez pas souder, vous allez couper. Donc oui, effectivement, c'est l'outillage. Et c'est vraiment un enjeu important, mais pas seulement dans cette application-là. L'outillage pour la mise en contact des pièces, s'il n'y a pas contact sur des pièces que vous voulez souder par transparence, vous aurez au mieux pas une soudure étanche et au pire, vous aurez coupé les pièces. Donc oui, l'outillage, c'est l'élément le plus important dans la mise au point du process. J'espère que j'ai répondu aux questions. Voilà. Très bien, ouais, tu as très bien répondu, c'était complet. Donc merci pour ta présentation. Je reste à disposition de toute façon en fin de webinaire s'il y avait d'autres questions. Et puis il y a mes coordonnées qui sont disponibles. S'il y a des compléments, il n'y a pas de problème. Merci Aymeric. Donc on va passer maintenant à la dernière présentation. Bonjour tout le monde. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je vous laisse la parole pour 15 minutes. Je fais un petit signal 2 minutes avant la fin et puis après on répond éventuellement aux quelques questions. Allez, bonne présentation. Merci. Donc je suis Laurent Weber, directeur général d'IPG Photonics France, donc la filiale française d'IPG Photonics. Donc en 2 mots, IPG Photonics avec quelques chiffres. Donc on fabrique quasiment uniquement des sources laser fibre. Aujourd'hui, on a une base de systèmes installés de plus de 100 000 par an, donc 43 000 lasers expédiés en 2018 par exemple, 6 000 personnes dans le monde. On a aujourd'hui fabriqué 2/3 des lasers fibres installés dans le monde. Donc, on est présent sur le marché depuis 30 ans, coté au Nasdaq, et plus de 350 brevets. Et on a sauvé pas mal la planète avec moins d'émissions CO2 grâce aux lasers fibres et à leur très bon rendement électrique, ainsi que beaucoup d'électricité sauvée dans le monde. Donc aujourd'hui, plus d'1 milliard de pièces par jour sont fabriquées à l'aide de nos lasers fibres, avec une qualité toujours améliorée, une fiabilité constante et un coût amélioré. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter principalement les challenges qu'il y a aujourd'hui dans la fabrication de batteries et principalement le soudage de 2 matériaux compliqués à souder au laser qui sont le cuivre et l'aluminium. Donc on va commencer avec le cuivre. Donc vous voyez à gauche les propriétés du cuivre, donc une très bonne conduction thermique et électrique. Par contre, une forte réflectivité et un taux d'absorption à l'état solide faible pour les infrarouges. Comme on l'a vu précédemment, à l'état solide, le cuivre absorbe mieux la longueur d'onde bleue ou la longueur d'onde verte. Par contre, il y a un point à prendre en considération, c'est que dès qu'on passe à l'état liquide et surtout en phase de Kiol, l'absorption est similaire pour le cuivre, qu'on soit en infrarouge, en laser bleu ou en laser vert. Donc, le grand challenge au niveau du cuivre, ça va être de passer le plus rapidement possible en mode Kiol. Donc, notre objectif étant chez IPG d'utiliser, on verra après, des lasers infrarouges pour souder le cuivre également. Donc, le but est, comme je viens de le dire, de passer rapidement en mode Kiol pour avoir une absorption suffisante du cuivre et ainsi souder avec une qualité suffisante également.
Un autre point qui peut être important pour le soudage du cuivre, ça va être les technologies associées pour ce soudage. Donc, on peut également proposer, comme on le voit ici, des systèmes de contrôle qualité qui vont nous permettre de monitorer ces soudages, et également des têtes process spécifiques comme les têtes wobbling ou les têtes oscillantes qui vont nous permettre d'élargir le cordon de soudage. Une autre approche pour souder le cuivre à l'infrarouge va être d'utiliser des sources qu'on appelle AMB chez nous, qui sont donc les sources multicorps avec un corps fin au centre et un anneau autour. L'anneau nous permettant de réaliser du préchauffage et d'éliminer un maximum les projections. Et le cœur donc de la fibre plus fin va nous permettre de souder et de pénétrer. Donc voici la différence donc entre un laser multimode et un laser monomode. Donc le laser multimode, ça va surtout ce qui va nous intéresser, donc c'est le diamètre du cœur de la fibre, et ce diamètre du cœur de la fibre va directement déterminer le diamètre du spot laser qu'on va avoir sur pièce, et donc la densité énergétique de ce spot laser, qui va nous permettre de passer le plus rapidement possible d'un mode de l'absorption de base à un mode Keyhole. Donc on le voit ici au niveau des chiffres, on reprend le graphique d'avant, donc avec la longueur d'onde bleue, la verte et l'infrarouge. Et ce qui va être intéressant, c'est les états. Donc à l'état solide, effectivement, en infrarouge, on a 4% d'absorption. Dès qu'on passe à l'état liquide, c'est déjà mieux. Et dès qu'on arrive au niveau Keyhole, on a plus de 60% d'absorption, qui va être une absorption similaire qu'on soit en infrarouge, en laser bleu ou en laser vert. Donc on voit ici deux photos, donc comparées entre une soudure de cuivre multimode et une soudure de cuivre monomode. À droite, donc on voit effectivement que le monomode, on va avoir donc une densité d'énergie beaucoup plus grande qui va nous permettre de mieux fondre, de mieux amorcer en fait notre cordon de soudage et au final d'avoir une meilleure qualité. Donc on le voit ici, donc à puissance constante en fait, avec donc la même puissance, une taille de spot moitié moins grande va nous permettre en fait d'avoir une densité d'énergie 4 fois plus importante. Donc, ils vont nous permettre de passer avec la même puissance d'une soudure par conduction à une soudure par Keyhole. Donc, au niveau des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour réaliser ces soudages, on va commencer à gauche avec le laser. Donc là, on voit un laser donc multicore qui va nous permettre principalement d'éliminer les projections, d'améliorer la qualité de soudage, d'attaquer des soudages rapides, sans porosité, sans amorce de fissuration. Et donc, surtout pour les applications d'immobilité, les applications de batterie, la vitesse de soudage va être importante et il va falloir atteindre ces vitesses importantes pour améliorer la productivité des pièces. Donc, au niveau des moyens qu'on va mettre derrière cette source laser, donc en bout de fibre dans notre cas, donc on va avoir des têtes wobbling, les têtes oscillantes, donc les têtes wobbling ou les têtes scanner à droite, qui vont nous permettre d'améliorer donc la qualité de soudage, d'élargir les bains, d'atteindre les vitesses de spot qu'on veut atteindre. Ça va être important également si on veut souder avec un spot monomode, par exemple, une tête oscillante va nous permettre d'atteindre une vitesse importante tout en élargissant le cordon de soudage. Donc là, on voit un cordon réalisé avec une tête wobble sur la gauche. Après, les différentes applications, donc les batteries packs, les bus bars à droite, donc en cuivre, donc le cuivre ou cuivre sur aluminium. Et donc sur la droite, un autre point qui va être important pour tous ces procédés de batterie, ça va être donc le contrôle en ligne.
donc le système OCT. Dans notre cas, il s'appelle le LDD 700. C'est un système de monitoring qui va nous permettre de contrôler donc en pré-process, donc contrôler la position du joint, la hauteur du point focal, de contrôler en ligne également. Donc on va contrôler en ligne la profondeur de pénétration et faire du contrôle post-process, c'est-à-dire contrôler l'épaisseur, la largeur du cordon déposé. Et tout ça va être enregistré dans des bibliothèques et ça va nous permettre d'assurer la qualité des soudures et d'avoir un historique de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a soudé. Donc voici les comparaisons donc, entre un laser multicore et des lasers verts et bleus. Donc comme on l'a vu précédemment, l'absorption initiale est moins bonne avec une source infrarouge, donc qui est la source AMB ou multicore, meilleure avec les sources vertes ou bleues. Par contre, dès qu'on atteint le keyhole et donc la soudure en keyhole, on va avoir donc une absorption similaire pour toutes les technologies, toutes les longueurs d'onde surtout. Et après, ce qui va être intéressant, c'est au niveau des coûts d'investissement qui vont être plus faibles en infrarouge, de la fiabilité du matériel qui va être meilleur en infrarouge également, qui est une technologie beaucoup plus éprouvée avec énormément de sources installées sur le terrain. La possibilité également de monter très fortement en puissance en infrarouge. Donc, on le voit ici, donc, sur la technologie multicore, on peut proposer des sources jusqu'à 25 kW si c'est nécessaire. Donc, du coup, atteindre des vitesses de soudage beaucoup plus élevées, des pénétrations plus élevées, pouvoir et également maîtriser la largeur de ce qu'on veut souder de manière plus large. Et un point extrêmement important, c'est tous les composants qui vont se greffer sur cette source laser. Donc, ce qu'on va appeler les têtes process, que ce soit les têtes oscillantes, comme on l'a vu avant, les scanners, voire les têtes droites. Vous avez une possibilité, un nombre d'outils beaucoup plus important avec les sources infrarouges disponibles sur le marché. Donc, les avantages de cette source multicore, donc pour le soudage, on l'a vu également dans la présentation Trumpf. Donc, vous avez ici donc le soudage avec un spot laser seul. Donc, on voit qu'on crée le keyhole dans le bain de fusion et on va générer des projections avec un seul spot laser et un cordon moins stable. Donc, avec la technologie AMB et multicore, le fait d'utiliser un ring va nous permettre de préchauffer, de limiter l'énergie kinétique du bain de fusion et ainsi de générer beaucoup moins de projections et de stabiliser ce bain de fusion. Donc, on le voit ici en vidéo. Donc, vous avez à gauche une soudure à monospot, on va dire, et à droite, une soudure avec un double cœur, donc un O plus cœur. Donc, on voit ici, pour une soudure par transparence d'un feuillard de 0,5 mm sur un support de 2 mm en cuivre. Donc ici, différentes soudures, donc multi-épaisseurs en cuivre et également cuivre plus aluminium, donc typiquement application bus bar. Donc on voit à gauche soudure avec un spot simple, à droite soudure avec multicœur. Donc typiquement, on va atteindre de meilleures pénétrations, un bain de fusion stabilisé et beaucoup moins de projections, que ce soit en cuivre ou en aluminium. Donc ici, un autre avantage d'utiliser ces sources, ça va être en augmentant les puissances
d'une trentaine de pourcents, en fait, on va atteindre 50% de vitesse de soudage en plus et une meilleure pénétration. Donc là, typiquement, l'application, ça va être des batteries de soudure de battery pack, donc de box batterie. Donc on voit des pénétrations donc en dessous du millimètre là, donc pour souder le cœur sur le couvercle, le corps de la boîte sur le couvercle. Donc on atteint des soudures sans porosité, sans projection et sans fissure, tout en restant hermétique. Donc j'arrive au bout de la présentation. Donc on a vu lors de cette présentation que chez IPG, on croyait beaucoup plus aux sources infrarouges pour les applications de batterie, que ce soit donc pour souder du cuivre, que ce soit pour souder de l'aluminium, pour les applications de bus bar, de battery pack ou autres, que grâce aux sources multicœurs, on allait avoir en fait la possibilité d'atteindre les puissances qu'on voulait, donc d'atteindre des vitesses plus importantes, tout en gardant des qualités de soudage nécessaires. On avait également la possibilité d'adapter à tout ça des systèmes de contrôle qualité pour monitorer ces soudures. Et que, autre point important sur lequel je remets une petite couche, ça va être la disponibilité de tous les composants, donc tête de soudage, scanner, etc., sur le marché, adaptés aux sources infrarouges. Donc, juste pour conclure, donc IPG, on est présent sur la globalité des différents marchés importants pour la fabrication des batteries, et on a aujourd'hui 25 centres d'application dans le monde, donc principalement en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord, où on peut tester toutes nos sources, tester tous les process et si besoin, développer également vos process. Sur ce, je vous remercie. Ouais. Merci Laurent pour cette présentation très claire. On a quelques questions que je vais afficher et puis je vous laisse, vous laisse y répondre. Vous la voyez? Oui, je la vois tout à fait. Parfait. Alors, à ma connaissance, non, mais comme vous l'avez vu, on a plus de 20 centres d'application dans le monde, donc c'est possible. Donc, je prends votre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Donc, à ma connaissance, non. Donc, pour ces soudages vers inox ou vers titane. Mais je prends la question, poussez-moi un petit email et je vais tâcher d'y répondre si il y a déjà quelque chose qui a été fait. Une autre question? Donc, la puissance pour le soudage du cuivre, donc tout dépend bien évidemment des épaisseurs qu'on souhaite souder. Donc, si on parle d'un laser monomode, donc un laser avec un spot hyper fin, où on va balayer la surface, on va jusqu'à des puissances de l'application de soudage du cuivre jusqu'à 3 kW en monomode. Si on parle d'une source multicore, donc là, pour des soudures encore plus épaisses, on peut aller, comme on l'a vu, jusqu'à 25 kW si vraiment on a du très, très épais à souder. Ok. Question suivante. Donc pareil, donc les vitesses maximales de soudage avec un scanner, donc typiquement ça va être la vitesse du scanner. Après, tout dépend de ce qu'on veut souder. Comme on l'a vu pour la présentation de laser cheval, si on parle de très fines couches en acier ou acier inox, on va pouvoir aller très vite, c'est-à-dire au maximum de vitesse des scanners. Donc si on utilise un scanner de puissance, on va être à 5 à 10 mètres secondes.
Et la fréquence maximale du wobble, ça va être aux alentours de 500 Hz. Donc, tout dépend de la focale qu'on va utiliser. Mais en gros 500 Hz. Okay. Une dernière question. Donc, pour le monitoring du soudage, comme on l'a vu avant, on a un système de contrôle qualité, donc un système OCT qui est le LDD 700. Donc, c'est un système qui fonctionne par vision. En fait, on va balayer la surface avec un mini scanner qui va renvoyer les images en fait à très forte cadence sur des puces caméra. En gros, c'est le principe de notre système OCT. Donc, avant de finir ce webinaire, je vais vous donner le prochain rendez-vous, puisque sur la thématique e-mobility, nous avons 3 autres sujets à aborder. Donc, toute l'équipe du CLP vous remercie pour cette forte participation. Nous espérons que ces sujets ont été bien traités et vous ont intéressé. Et vous disons maintenant, vous nous souhaitons donc une bonne journée et nous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain webinaire. Merci à tous, bon déjeuner et à bientôt. Au revoir.